Ensuite, la déformation en 3D, 3 dimensions. Donc, la déformation dans l'espace avec l'ellipsoïde de déformation finie. Ensuite, on passe à l'analyse structurale dans les domaines à schistosité, avec les plis, les schistosités, les linéations, et puis la relation entre ces différentes structures ductiles. Et on termine par la relation entre le métamorphisme et la déformation. La deuxième partie, la tectonique cassante, fragile, avec le professeur M. Hassan Ibou. Là aussi, 6 séances de 2 heures, avec des notions de mécanique de roche, donc la rhéologie, donc les contraintes, la déformation, relation contrainte-déformation, et tout ceci rentre dans le domaine de la rhéologie. Et puis la rupture des roches, avec phénomène de traction, de compression, de cisaillement, et puis à la fin, les fractures naturelles, tout ce qui est joint, diaclase et fente, les stylolithes. Donc voilà, ce sont les microstructures associées aux grandes structures qu'on appelle les failles. Pour les travaux dirigés, il y aura 2 séances de 2 heures, c'est-à-dire une séance par partie. Il y a 2 parties de cours. À la fin de chaque partie, on va faire une séance de TD, donc des applications directes du cours. Donc vous aurez des sujets, des exercices, généralement des exercices des anciens examens pour vous habituer au mode d'évaluation. Donc voilà, ça va vous permettre d'assurer les liens entre les différents modules. Dans les TD de géologie structurelle, il faut toujours avoir des notions en sédimentologie, en stratigraphie, en pétrologie aussi. Donc voilà, donc ça regroupe toutes les disciplines de la géologie. Donc ça va vous permettre d'avoir une vision géologique globale. Oui, ça peut vous faciliter aussi donc de proposer des modèles géodynamiques. Et puis les travaux pratiques. Au total, vous aurez 5 séances de TP. Les 2 premières séances, ce sont des séances de cartographie. Donc, études et commentaires des cartes géologiques. Donc, on va vous montrer comment on fait. Puis, 3 séances de projection stéréographique. Donc, ça, c'est nouveau pour vous. Sauf s'il y a des étudiants de l'école des mines qui sont là par passerelle. Je pense qu'ils ont déjà fait ce type de séance. Donc, c'est un mode de représentation graphique des structures tectoniques. Je ne peux rien dire de plus pour le moment. Donc, ça fera l'objet de 3 séances de travaux pratiques. Et puis, une sortie géologique, comme j'ai dit tout à l'heure, si on aura la chance cette année, on va la faire sur terrain. Donc, vous aurez 2 jours de terrain dans la région d'Esly. Donc, c'est une sortie qui a pour but la cartographie géologique. Donc, à la fin, vous allez élaborer votre carte géologique. Alors, l'évaluation de ce module, donc vous aurez normalement 2 contrôles. Un contrôle à la fin de chaque partie. Et puis, un contrôle TP. Et puis, les rapports de sortie géologique. Donc, si je me rappelle, le contrôle écrit, c'est 50%. Le contrôle TP, 40%, et le rapport de sortie géologique, c'est sur 10%. Alors, on commence le cours maintenant avec des rappels, quelques définitions. Alors, je rappelle la définition de la géologie structurale ou tectonique. Donc, tout simplement, c'est l'étude de la déformation des roches soumises aux contraintes. Donc voilà, donc c'est une étude qui s'intéresse à la déformation des matériaux. Et pour avoir des déformations, il nous faut des contraintes, des forces. Alors, pour faire cette étude ou cette analyse structurale, elle se fait d'abord par une analyse géométrique des structures, ce qu'on appelle une tectonique analytique.
Donc, c'est ce que vous avez fait l'année dernière dans le module de S4. Donc, c'est la tectonique analytique. Donc, vous avez analysé géométriquement les structures, c'est-à-dire leur forme, leur classification, les différents types de structures et comment elles sont classées et leurs caractéristiques géométriques. Par exemple, pour les failles, on s'intéresse à leur pendage, à leur direction, les plis aussi, différents types de plis. Donc ça, c'est le domaine de la tectonique analytique. Ensuite, elle est souvent suivie par une étude cinématique et dynamique. Là, on s'intéresse au mouvement, au déplacement et on s'intéresse aux contraintes. Donc, c'est ce qu'on va faire cette année, Inch'Allah. Alors, on redéfinit les contraintes et déformations. Donc, vous vous rappelez de ces termes-là. La contrainte, c'est des forces. Donc, c'est un ensemble de forces qu'on applique à une unité de volume. Et puis, la déformation, c'est toute opération qui fait changer les caractéristiques initiales d'un objet. Donc, ça, c'est très important pour mieux comprendre ce que c'est qu'une déformation. On a un objet dont on connaît son état initial, on connaît sa forme initiale, on connaît sa position initiale. Donc, toute opération qui fait changer l'un de ces caractéristiques, on parle d'une déformation. Alors, les états initiaux d'un objet. Donc, les états initiaux d'un objet, on parle de forme, d'accord? On parle de sa dimension, de sa position, sa localisation et de son orientation. Donc, on peut dire que est soumis à des contraintes, et elle réagit, il se déforme. Donc, elle présente des réponses. Différents types de réponses. Elles peuvent être soit discontinues, cassantes, c'est-à-dire une déformation discontinue cassante. C'est le domaine des failles. Continue, une déformation continue, dite aussi ductile. C'est le domaine des plis, de la schistosité. Et puis aussi, elle peut être intermédiaire entre les deux. On parle de déformation semi-ductile, semi-continue. C'est dans les zones de cisaillement. Alors, pour comprendre ces types de réponses, ces types de déformations, on prend un objet dont on connaît sa forme initiale. Donc, voilà l'état initial non déformé. Donc, on aura deux cas, deux types de réponses. Soit une réponse discontinue, soit une réponse continue. Donc, voilà les deux cas de figure. Donc, si vous remarquez, on a le même déplacement. Donc, les flèches, elles indiquent le mouvement, elles indiquent le déplacement. Dans les deux cas, on va dire que c'est le même déplacement, mais il ne se fait pas de la même manière. On n'a pas la même réponse. Dans le premier cas, vous avez un déplacement, vous avez un mouvement avec rupture, avec une cassure. Et dans le deuxième cas, vous avez un déplacement, un mouvement sans cassure, sans rupture. Donc voilà les deux types de réponses. Donc dans le premier cas, lorsque vous avez un déplacement avec plan de rupture, on parle d'une déformation cassante, discontinue. Dans le deuxième cas, vous avez un déplacement sans rupture, on parle d'une déformation ductile continue. Alors, pourquoi on a ces deux types de déformation?
Parce que ça dépend du matériel initial. Alors, l'un des facteurs les plus importants pour avoir l'un de ces deux types de réponses, c'est ce qu'on appelle la compétence du matériel. Dans le premier cas, lorsqu'on a une déformation cassante, le matériel de départ, il est dit compétent. Lorsque la déformation se fait sans rupture, le matériel de départ, il était incompétent. C'est bon, vous suivez? Oui, monsieur. Donc voilà, donc la compétence du matériel de départ, donc c'est l'un des facteurs qui contrôle le type de réponse, c'est-à-dire le type de déformation qu'on obtient à la fin. Donc il y en a d'autres facteurs. Donc voilà les facteurs qui contrôlent le type de déformation. Donc on a parlé de la compétence, oui, c'est la nature des matériaux. Donc la compétence d'un matériel, elle est fonction de sa nature lithologique. Par exemple, un calcaire est plus compétent, on va dire, que les marnes ou les argiles. Deuxième facteur aussi important, ce sont les conditions physiques de la déformation, la pression et la température. Donc, si vous prenez le même matériel, on va dire les calcaires, par exemple, donc ils sont connus par leurs compétences. Donc, si on pose ces calcaires dans des conditions de pression et température élevées, leur compétence, ça change. Donc, ils passent du domaine compétent, d'une rhéologie compétente, donc, à une caractéristique incompétente. Donc, ça devient incompétent, ça devient plastique. C'est-à-dire, un calcaire à faible pression et température, elle se casse facilement. Elle présente une déformation cassante. Par contre, si on fait augmenter la pression et la température, il va développer une déformation continue, plastique. Dans le premier cas, lorsque ce calcaire est compétent, il va se déformer en présentant des failles. Et lorsqu'il devient plastique, il va développer des structures ductiles comme des plis. Il va se plisser. Et qui dit pression-température, donc pour faire augmenter la pression et la température, ça augmente avec la profondeur. Et qui dit profondeur dit niveau structural. Donc là aussi, vous vous rappelez des niveaux structuraux, vous les avez vus l'année dernière. Tout à l'heure, on parlera de ces niveaux structuraux. Donc, la déformation et les différents types de structures s'observent à l'échelle du grain ou du minéral. Donc, à l'échelle, on va dire à l'échelle microscopique. Donc, c'est le domaine de la microtectonique. On peut même observer la déformation à l'échelle encore beaucoup plus petite que l'échelle du microscope, c'est à l'échelle du réseau cristallin. Et là, c'est un autre domaine, c'est la pétrofabrique. Donc, à l'échelle du grain et du minéral, c'est la microtectonique. Donc, à l'échelle de la florement, ce qu'on voit sur le terrain, ou à l'échelle régionale, donc c'est le domaine de la mésotectonique. Et puis à l'échelle continentale, à l'échelle des plaques lithosphériques, donc c'est le domaine de la mégatectonique.
Alors, c'est quoi l'objectif de l'intérêt de l'échelle d'observation? C'est très important parce que toujours, lorsqu'on décrit une structure, lorsqu'on fait une analyse structurale, il faut toujours préciser l'échelle d'observation. Toujours. Parce que parfois, les observations, ça diffère d'une échelle à l'autre. On peut voir une déformation. Je donne juste un exemple. Si vous êtes devant une structure de schistosité, par exemple, à l'échelle de l'affleurement, vous pouvez avoir des plans de schistosité très serrés et très pénétratifs. Donc vous allez dire, donc voilà, on assiste à des plans de schistosité parfaitement planaires et pénétratifs. Donc vous avez une déformation très intense. Et lorsque vous passez au microscope, vous faites une lame mince, donc vous changez d'échelle et vous observez la déformation. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ces plans de schistosité, ils ne sont pas parfaitement planaires. On arrive à voir la stratification qu'on ne voyait pas à l'échelle de l'affleurement. Et puis finalement, cette déformation n'est pas tout à fait pénétrative. Donc là, on a changé les échelles d'observation et on a on va dire deux interprétations différentes. Ce n'est pas contradictoire, c'est plutôt complémentaire. C'est une complémentarité d'analyse. Donc à chaque échelle d'observation, on peut donner une analyse. Alors, je redonne la définition. Donc, un niveau structural, tout simplement, c'est une partie de l'écorce terrestre où les mécanismes de déformation sont identiques. Alors, dans cette définition, ça apparaît ce qu'on appelle les mécanismes de déformation. Alors, je vais les rappeler rapidement. Alors, le premier mécanisme de déformation, c'est ce qu'on appelle le cisaillement. Alors, le cisaillement comme mécanisme, ça induit une déformation cassante, donc les failles et les microstructures associées. Et qui dit faille, donc c'est une déformation discontinue, création de plans de rupture. Donc vous avez des plans de rupture avec déplacement. Et puis, les deux mécanismes qui donnent la déformation ductile, vous avez la flexion et l'aplatissement. Donc là, les deux, ça donne des déformations ductiles, sauf que par la flexion, c'est juste une déformation ductile simple, dite non pénétrative, alors que l'aplatissement, ça donne une déformation ductile pénétrative. Alors, les deux schémas-là, ça explique un peu la différence entre les deux mécanismes, on va dire de plissement, si vous voulez. Donc, dans le cas de flexion, ça donne une tectonique ductile simple qui est matérialisée par ce qu'on appelle des plis isopaques. Alors, c'était déjà quoi un pli isopaque? L'épaisseur des couches est égale. Voilà, c'est parfait. Donc, l'épaisseur des couches reste constante le long du plissement ou bien après le plissement. C'est ce qu'on observe ici. Donc, voilà l'état initial. Après plissement, ça donne des plis isopaques. D'accord. L'épaisseur des couches, elle est constante. Alors que dans l'aplatissement, ça donne des plis anisopaques. L'épaisseur des couches n'est plus constante, ça varie. Par exemple, alors qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce cas-là, vous avez des charnières plus épaisses que les flancs. Donc voilà, c'est la première différence entre ces deux mécanismes. Dans le premier cas, la flexion, c'est des plis opaques avec une épaisseur constante. Dans le deuxième cas, c'est des plis anisopaques, épaisseur varie, n'est pas constante.
Est-ce qu'il y a une deuxième différence aussi importante entre les plis isopaques par flexion et des plis anisopaques par aplatissement? Allez-y, j'attends une réponse. Monsieur, la pente du pli. La pente. Vous voulez dire le pondage? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. monsieur l'épaisseur se différencie. Puisqu'on s'approche à la charnière, la charnière, monsieur l'épaisseur augmente. Oui, d'accord. Ça, on a déjà dit ça, que l'épaisseur varie. Elle est plus épaisse dans la charnière et elle est moins épaisse dans les flancs. Alors, la deuxième différence que je cherche, c'est le comportement des couches. Le comportement des couches les unes par rapport aux autres. Alors, pour vous aider, la flexion. On a un glissement de banc sur banc. Oui. Ouais. Dans les plis opaques, on a un emboîtement qui est fini. Et dans les plis anisopaques, il est infini. L'emboîtement. Oui, l'emboîtement des couches. Ouais, d'accord. Bon. Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par Monsieur l'emboîtement, mais la réponse, Monsieur, je viens de l'entendre, oui. les plis isopaques les sont des éléments plis concentriques et l'anisopaque sont des plis semblables. D'accord, oui, on peut dire ça aussi. Alors, dans les plis opaques, on parle de plis opaques, on parle aussi de plis concentriques, on parle de parallèles. Oui, c'est exact. Alors, dans les plis anisopaques, un pli semblable, c'est juste un type de pli anisopaque. Mais la réponse que je voulais entendre, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est les phénomènes de glissement des couches les unes sur les autres. Oui. Alors, la flexion, c'est quand vous imaginez un jeu de cartes. Donc, vous prenez un jeu de cartes et que vous essayez de plisser. Lorsque vous plissez ces jeux de cartes, ben, les cartes, ça glisse les unes sur les autres. C'est ça la flexion. Dans les plis anisopaques, il n'y a pas de glissement des couches les unes sur les autres parce que vous avez une déformation parfaitement pénétrative. Monsieur, Oui. je veux connaître la différence entre pénétrative et non pénétrative. D'accord. Oui. Alors, je vais répondre à cette question et puis on va laisser les questions jusqu'à la fin du cours. D'accord? Ça sera plus pratique pour tout le monde. D'accord, monsieur. Alors, lorsqu'une déformation est dite pénétrative, lorsqu'elle affecte la totalité de la roche, lorsque toute la roche est affectée par cette déformation, c'est le cas de la schistosité par exemple, une roche schistosée, et la schistosité se présente comme une déformation interne dans la totalité de la roche. On la compare à son état initial. Par contre, une déformation non pénétrative, c'est le cas des plis simples, des plis opaques. Pourquoi elle est non pénétrative? Parce que, alors, je ne sais pas est-ce que vous voyez le pointeur de la souris. Si je compare cette partie-là de l'état initial de la roche, et ici avec l'état final, on voit qu'il n'y a pas de déformation interne. Mais toute la roche, elle est déformée. On voit très bien qu'il y a un pli. Donc là, on parle d'une déformation non pénétrative. Bon, avec des schémas, ça sera aussi simple. J'espère que tu as compris entre pénétrative et non pénétrative. Oui, monsieur, d'accord, merci. Alors, voilà, sur le terrain, voilà comment ça se présente, ces deux types de plis. Alors, à gauche, vous avez les plis par flexion, donc ça donne des plis opaques. Vous remarquez tout de suite que l'épaisseur des couches, elle est constante partout. Alors que les plissements à droite, l'épaisseur ça varie, ça devient épais dans les charnières et mince au niveau du flanc. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, avec la flexion, il y a toujours une tectonique cassante associée. Alors, vous remarquez que dans ces plis-là, que vous voyez à gauche, il y a des fentes de tension associées au plissement. Je crois que vous arrivez à les voir. Il y a des fentes de tension qui s'ouvrent au niveau du flanc.
Et puis ce phénomène donc, de glissement dont on a parlé, on voit très bien, quand vous avez dit glissement, banc sur banc, hein, même au niveau de la charnière, vous avez des cavités vides. Alors ces cavités vides, ils sont en fait liés au glissement de cette couche qui est en haut sur celle qui est en bas. Alors le glissement, il a provoqué donc des cavités vides. Par contre, dans les plis anisopaques, il n'y a pas ces phénomènes de glissement. Pardon. Donc, voilà la différence entre la flexion et l'aplatissement en termes de plissement. Alors, on va revenir à nos niveaux structuraux. La déformation de nos niveaux structuraux. Donc, on avait dit qu'un niveau structural, donc c'est une partie de l'écorce terrestre où les mécanismes de déformation sont identiques. Alors maintenant, on a compris ce que c'est que les mécanismes de déformation et le type de structure qu'ils engendrent. Alors, ces mécanismes, ils varient avec la profondeur. Donc, qui dit profondeur dit pression et température. Vous savez, le gradient géothermique. Donc, puisque les mécanismes sont fonction de la pression et de la température, on peut donc les situer sur un diagramme pression-température. Donc voilà, sur ce diagramme-là, vous avez la pression qui augmente avec la profondeur et vous avez la température. Alors, on va commencer par les conditions de pression-température faible. Donc, dans ces conditions-là, le mécanisme dominant, c'est le cisaillement et ça engendre une tectonique cassante. Et puis, lorsque la pression-température augmente, on s'enfonce dans la croûte et on passe au mécanisme de flexion et puis de l'aplatissement. Ça donne une déformation ductile. Alors, le point tiré que vous voyez là, ça sépare le domaine de la flexion et le domaine de l'aplatissement. Le domaine de la flexion, ça donne une tectonique ductile simple. Et l'aplatissement, ça donne une tectonique ductile pénétrative. Et puis au-delà, dans certains seuils, on est dans le domaine de la fusion et on est dans le stade magmatique. Donc, sur ce diagramme, où on a positionné les mécanismes de déformation en fonction de la pression et la température, sur ce diagramme, on peut calquer les niveaux structuraux. Et chaque niveau structural, il est caractérisé par un mécanisme de déformation. Donc là, avec le cisaillement, une tectonique cassante, c'est le niveau structural supérieur. Avec la flexion et les plis isopaques, elle se développe dans le niveau structural moyen. Et puis les plis qu'on obtient avec aplatissement, donc l'aplatissement, ça donne des plis de la schistosité, on est dans le niveau structural inférieur. Alors, donc, l'une des caractéristiques aussi, enfin, l'une des différences entre la flexion et l'aplatissement, c'est qu'avec l'aplatissement, vous avez apparition de plans d'aplatissement qu'on appelle la schistosité. Donc, la flexion, il n'y a pas de schistosité. L'aplatissement, vous avez développement de schistosité. Si vous avez la schistosité, automatiquement, vous êtes dans le niveau structural inférieur. Alors, si vous regardez ce niveau structural inférieur, on voit qu'il est subdivisé en 3 sous-niveaux. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cette subdivision en 3? Alors, je rappelle, c'est un domaine à schistosité. Monsieur, Oui, parce on peut avoir plusieurs types de schistosité. plusieurs. On a schistosité de fraction, schistosité de crénulation et de flux de foliation. D'accord, oui. D'accord, donc voilà. Puisque c'est un domaine à schistosité, vous avez déjà vu les types de schistosité l'année dernière.
mais il faut les classer en fonction de leur intensité, puisque le niveau structural, ils sont en fonction de la pression-température. Alors, vous avez 3 types de schistosité, puisqu'il y a 3 sous-niveaux. Le premier type, qui est une schistosité, on va dire, pas tout à fait pénétrative, c'est la schistosité de fracture. On l'appelle aussi schistosité de dissolution. Et puis, lorsqu'on augmente l'intensité de la schistosité, on obtient une schistosité de flux. Et puis, le troisième type de schistosité plus évoluée, c'est ce qu'on appelle la foliation. Donc voilà pourquoi le niveau structural inférieur il est subdivisé en 3, parce qu'il y a 3 types de schistosité, de la plus intense vers de la moins intense vers la plus intense. Alors on va schématiser ces niveaux structuraux. Donc voilà un bloc diagramme classique que vous avez déjà vu. Donc c'est une coupe, on va dire théorique, d'une partie du globe terrestre. Voilà, donc vous avez le niveau structural supérieur, là où la pression et la température sont faibles. Le mécanisme, c'est le cisaillement. Les structures dominantes, c'est les failles. Donc vous avez ici des failles et des chevauchements. Donc là, on a représenté des failles inverses avec les chevauchements. Voilà, un chevauchement, vous savez, donc c'est une faille avec un pondage presque horizontal. Le niveau structural moyen, le voilà. Le mécanisme dominant, c'est la flexion, et ça engendre ce qu'on appelle des plis opaques. Vous remarquez, l'épaisseur des couches reste constante, avec des plis failles. Donc, on a dit qu'avec la flexion, il y a toujours une tectonique cassante associée à la flexion, souvent. Et puis, le niveau structural inférieur, c'est le domaine de l'aplatissement. Ça donne des plis anisopaques et surtout la schistosité. Donc là, vous avez le domaine à schistosité. Et la limite entre les deux niveaux, inférieur et moyen, on parle de franc supérieur de la schistosité. Donc c'est la limite supérieure de la schistosité. Une fois que vous avez la schistosité qui apparaît, donc vous êtes dans le niveau structural inférieur. Et puis bien sûr, on atteint le domaine de l'anatyxie, où vous avez la fusion, donc c'est le domaine magmatique. Alors que dans le niveau structural inférieur, on est déjà dans le domaine métamorphique. Donc dans le niveau structural inférieur, il y a toujours un métamorphisme associé à la déformation, un métamorphisme général. Alors je passe à un autre type de rappel sur les éléments tectoniques, qu'on appelle aussi les éléments structuraux. Alors, nous avons 2 types, planaire et linéaire. Donc, des éléments tectoniques sous forme d'un plan, donc 2 dimensions, et des éléments tectoniques linéaires, donc des axes, des droites. Donc, chaque type d'élément tectonique, il est divisé en 2. Bon, c'est juste une classification. On parle d'éléments tectoniques dynamiques ou géométriques. Alors, dynamique, c'est lié aux forces. Géométrique, donc c'est géométrique. Et voilà. Alors, les exemples des éléments tectoniques planaires dynamiques. Vous avez plan de schistosité, plan de foliation, et ce qu'on appelle les plans C. Donc, plans C, ce sont les plans de cisaillement. Donc, on va les voir par la suite. Et puis, vous avez aussi des plans axiaux, plan axial d'un pli. Donc, c'est un élément planaire géométrique. Hein. Plan axial, on ne le voit pas sur Terre, hein, mais on l'imagine. Et on arrive à le mesurer. Et puis, ce qu'on appelle aussi le plan pi. Bon, c'est un plan perpendiculaire au plan axial et perpendiculaire à l'axe aussi. Alors, les éléments linéaires, donc les axes, les droites, les lignes. Donc, vous avez tous les types de lignation. Lignation d'étirement, lignation minérale. Alors, les dynamiques, vous avez la lignation d'intersection, lignation de crinulation
et les axes de pli. Alors, c'est quoi la relation entre ces éléments planaires et l'élément linéaire? Bon, c'est simple, tout simplement. Toujours les éléments linéaires, les axes, les droites, ces éléments linéaires, ils sont toujours portés par les éléments planaires. Par exemple, un plan de schistosité. Qu'est-ce qu'elle peut porter comme élément linéaire? Par exemple, sur un plan de schistosité, on peut trouver des linéations d'étirement, linéations minérales aussi, linéations d'intersection. Le plan axial, elle porte l'axe. Axe de plan. Oui, c'est pourquoi on l'appelle plan axial. Donc ça, alors là, j'ai juste énuméré les éléments tectoniques ductiles, parce qu'il y a aussi le cassant, un plan de faille par exemple. Un plan de faille comme structure planaire, elle porte comme structure linéaire les stries de glissement. Alors, les éléments géométriques de ces éléments tectoniques. Enfin, qui dit éléments géométriques, ça veut dire qu'est-ce qu'on mesure? Les paramètres, plutôt, je voulais dire les paramètres géométriques de ces éléments tectoniques. Qu'est-ce qu'on mesure pour les éléments planaires? Ils sont caractérisés par quoi? Donc, les caractéristiques géométriques d'un élément tectonique. La direction et le pondage. Oui, ils sont caractérisés par leur direction et leur pondage. Oui, alors, et les éléments tectoniques linéaires? L'azimut. L'azimut, c'est le plan. Oui, l'azimut et le plongement. Donc, l'azimut, on va dire, c'est presque la même chose que la direction. Donc, l'azimut, c'est la direction des éléments linéaires plus le sens du plongement. Oui, donc le plongement aussi. Et puis, il y a un troisième paramètre qui est aussi important, c'est le pitch. Oui, l'importance du pitch, c'est qu'il donne la relation entre l'élément linéaire et son plan porteur. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Vous aurez l'occasion de prendre les mesures et de les projeter stéréographiquement parlant. Oui. Donc, ne vous affolez pas. C'est très simple tout ça. Alors, sur terrain, donc juste un exemple de ces éléments tectoniques. Donc, les éléments tectoniques planaires, par exemple, un plan de schistosité, c'est ce qu'on obtient par aplatissement. Donc, c'est des plans, alors que les éléments tectoniques linéaires, c'est des objets étirés, donc d'ilinéation. Alors, le mode de déformation, c'est ce qu'on appelle la constriction. Donc, la constriction, c'est tout simplement une déformation par étirement. Les objets s'étirent. Donc, voilà un exemple de structure planaire. Donc, vous voyez les plans de schistosité. Donc, voilà, donc c'est une succession de plans qui peuvent vous donner la direction de la contrainte maximale. Donc, voilà une structure planaire. On l'appelle une tectonique S. Et voilà un exemple d'une structure linéaire. On parle de fabrique linéaire, donc l'ilinéation. Donc, ce que vous voyez, ce que vous observez sur cette photo, c'est des objets étirés. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Alors, il s'agit de quoi ici? Tout simplement, il s'agit de galets étirés. Alors, vous comprenez ce que c'est qu'un galet. Alors, imaginez, on prend un galet et on l'étire. Et ça donne, c'est linéation d'étirement. Donc, tous les galets ils sont étirés. Et on a du mal, on a beaucoup de mal à identifier un plan de schistosité, un plan parfaitement, on va dire, planaire. Donc, une structure parfaitement planaire sur ces diapos. Que des structures linéaires. Donc, on parle d'une fabrique linéaire. Voilà. Et puis, bien sûr, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle des fabriques planolinéaires, SL. Donc, ce sont des plans de schistosité qui portent des linéations. On les trouve dans les zones de cisaillement. Donc, voilà pour les fabriques linéaires et planaires. Donc, voilà pour les structures planaires. Donc, c'est des plans. On mesure leur direction, donc l'angle que fait l'horizontale du plan avec le nord, et leur pondage, donc c'est le degré d'inclinaison, donc c'est l'angle entre la structure planaire et un plan horizontal. Alors, pour les structures linéaires, on mesure l'azimut,
Alors, pour mesurer l'azimut d'une structure linéaire, c'est à l'aide d'une boussole, on la mesure sur le plan vertical qui porte la ligne. Donc, ça, on le verra par la suite. Donc, voilà. Donc, pour les lignes, on mesure l'azimut, le plongement. Alors, plongement, c'est comme le pondage des plans. Donc, c'est l'angle qu'on fait la ligne avec un plan horizontal. Et voilà. Alors, je passe au premier chapitre. Les concepts fondamentaux de la déformation. Donc, on va rappeler un certain nombre de concepts fondamentaux de la déformation. On va commencer par une introduction. On va voir ce que c'est que là, oui. Alors, en géologie structurale, donc, dans l'analyse structurale, chaque étude tectonique, elle comprend en général 2 étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle une analyse géométrique d'une structure. Donc, si on vous demande de faire une analyse structurale d'une région donnée, donc vous êtes sur le terrain, avec tout le matériel qu'il faut, et vous avez l'objectif de faire un rapport sur l'analyse structurale d'une région donnée. Alors, vous allez commencer par une analyse géométrique d'une structure. Donc, ça consiste à faire un inventaire des différentes structures et les microstructures associées. Donc, inventaire, ça veut dire décrire ce que vous observez. Donc, si vous avez des plis, il faut décrire leur forme, leur typologie, la direction du plan axiaux, des axes. Pareil pour les failles. S'il y a des microstructures associées, si vous avez des fonds de tension. Donc, voilà, la première étape, c'est ce qu'on appelle une analyse géométrique des structures. C'est la tectonique analytique. Une fois cette première étape est faite, on passe à la deuxième étape. Une analyse de la déformation finie. Alors là, il faut déduire les régimes et les mécanismes de la déformation, tout en fonction des données de terrain. Et pour déduire si vous avez un gradient de déformation ou pas. Et dans une dernière étape, ce qu'on appelle la quantification de la déformation. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. En fonction de votre analyse géométrique des structures, vous devez déduire les mécanismes de la déformation. Si vous avez un aplatissement, quel type d'aplatissement? Un aplatissement pur, un aplatissement cisaillant, le régime. On va parler des régimes de déformation aussi. En général, il y a 2 régimes, coaxial, non coaxial. Donc, on essaie de déduire les régimes et les mécanismes. Le gradient de déformation, ça veut dire quoi un gradient de déformation? Cherchez, est-ce que vous avez une déformation qui évolue dans l'espace? Ça veut dire, c'est-à-dire, est-ce que la déformation augmente d'un endroit à un autre? Ou tout simplement, vous avez une déformation homogène partout. Alors, la quantification de la déformation, c'est mesurer la déformation. Donc, il y a des méthodes de quantification. Mesurer la déformation et lui donner une valeur. Donc, la déformation dans cette station, dans ce point, voilà ce qu'il vaut. Il y a des paramètres à mesurer pour ça. Donc, voilà les objectifs d'une analyse structurale d'une région donnée. Alors, le premier concept qu'on va développer, qu'on va étudier, là aussi, ce sont des rappels, c'est les mouvements et les déformations dans un solide, les différents types de déformations. Alors, sous l'effet des forces extérieures auxquelles un objet est soumis, celui-ci va se déformer. Alors, les types de déformation qu'il peut présenter un objet soumis à des contraintes, vous avez des déplacements. Donc, un objet peut se déplacer d'un endroit à un autre. Changement de repère. On parle de translation. C'est le cas des nappes de charriage, par exemple. Si vous vous rappelez des charriages, les nappes de charriage, donc c'est des translations de blocs d'un endroit à un autre. Vous avez les phénomènes de rotation. Donc, les objets
peuvent subir des rotations, donc changer d'angle. C'est une déformation accompagnée de la formation d'un angle entre l'état initial et l'état final. Donc, c'est une déformation angulaire. Et puis, des distorsions. Donc, une distorsion, c'est tout simplement une déformation au sens strict du terme. Donc, d'habitude, lorsqu'on dit cet objet il est déformé, ça sous-entend que l'objet il a changé de forme. Donc, le terme de déformation, il est réservé à la distorsion. Alors, pour les autres types de déformation, donc on parle de translation, rotation, cisaillement, etc. Donc, la distorsion traduit des changements de forme entre l'état initial et l'état final. Alors, dans cette figure, donc, on voit les différents types de déformation. Alors, dans le premier cas, vous avez l'état initial, la voilà, dans un repère donné. Et puis, après déformation, il a subi une translation, donc un déplacement. On le retrouve à l'état final ici. Donc, voilà ce qu'on appelle une translation, déplacement d'un objet avec changement de repère. Dans le deuxième schéma, voilà l'état initial, vous le voyez, c'est un carré ABCD. Elle se déforme. Alors là, elle se déforme. Elle change de forme. C'est une distorsion. Elle change de repère, une translation. Et puis, elle a subi une rotation aussi. Elle change d'angle. Si vous comparez la ligne CD à l'état initial, la voilà. À l'état final, voilà la ligne CD. Entre les deux lignes, ça forme un angle. Donc, c'est l'angle de rotation, l'angle de cisaillement. Donc, dans ce deuxième cas, l'objet initial a subi aussi bien une translation, une rotation et une distorsion. Alors, ligne de différence entre la translation, tout court, et les autres types de déformation. C'est que dans une translation, le mouvement ne s'accompagne pas de déplacement des points de solide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation interne. Si je compare la forme de l'objet entre son état initial et son état final, c'est presque le même objet. C'est la même forme, je veux le dire. Donc, il n'y a pas vraiment de changement de forme. Donc, il n'y a pas de déformation interne. C'est-à-dire que les particules à l'intérieur de l'objet ne subissent pas de déplacement interne. Il n'y a pas de déplacement à l'intérieur de celui. Par contre, dans le cas d'une distorsion, il y a un changement de forme et les points du solide, les particules de solide, ils subissent des déplacements. Donc, il y a une déformation interne. Dans le cas d'une translation, on parle d'un solide idéalement rigide. Et dans le cas d'une distorsion, on va dire, on parle d'un solide, que le solide est un corps réel. Il se déforme comme un corps réel. Ça, c'est la première différence. La première différence, il n'y a pas de déformation interne dans le cas d'une translation. Il y a une déformation interne dans le cas d'une distorsion. Deuxième différence, si vous regardez ces flèches-là, ces flèches, dans le cas d'une translation, voilà les flèches, dans le cas d'une distorsion, rotation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, vous pouvez déjà voir la différence. Déjà, ces flèches, ça indique quoi? C'est ce qu'on appelle les vecteurs déplacement. Les vecteurs déplacement des particules entre l'état initial et l'état final. Donc, ça consiste à joindre un point à l'état initial avec le même point à l'état final. A, ça donne le A', B, je le rejoins avec le B', etc. DD'. Pareil ici, AA', BP'. Alors, dans le cas d'une translation, ces vecteurs déplacement, ils sont comment? Ils sont Des parallèles. Ils sont parallèles, très bien. Et quoi encore? Oui, ils sont parallèles. Ils sont, on va dire, identiques. Ils ont la même valeur, la même grandeur. C'est les mêmes vecteurs déplacement. Ils sont parallèles avec la même grandeur. Par contre, ici, les vecteurs déplacement ne sont pas parallèles,
ils ne présentent pas la même grandeur, la même valeur. Il y a des vecteurs plus petits que d'autres. Voilà. Deuxième concept fondamental, déformation homogène et déformation hétérogène. Là aussi, c'est des rappels. On parle d'une déformation continue, toujours. C'est la déformation continue qui peut être soit homogène, soit hétérogène. Alors, dans le cas général, dans une déformation, si vous avez des repères initiaux, un repère initial, la déformation peut se faire soit par un changement d'angle ou un changement de longueur. C'est-à-dire que l'objet va subir soit une rotation, donc il va tourner, soit une déformation de longueur, ça veut dire soit étirement ou raccourcissement. Donc, soit les deux. Donc là, on parle d'une déformation sur un plan. Donc un objet, il peut soit s'étirer, peut se raccourcir, soit tourner, subir une rotation. Alors, une déformation homogène, une déformation hétérogène. Les voilà schématiquement. Donc, nous avons l'état initial, donc avec un carré quadrillé avec des quadrillages, et puis nous avons les deux cas, homogène, hétérogène. Alors, on va les décrire et on va donner la différence entre les deux. Quand est-ce qu'une déformation est dite homogène? Quand les parallèles restent des parallèles. Qu'est-ce qui est parallèle? Les lignes, elles restent parallèles après la déformation. Parallèles entre Oui. D'accord, donc Si on a une déformation avec préservation des formes des structures internes. préservation des formes internes. Est-ce qu'on a la même forme? Homogène. Homogène? Non. Si vous comparez l'état final avec l'état initial, vous avez un changement de forme quand même. Monsieur, Oui. quand des droits restent des droits et les parallèles restent des parallèles. On parle d'une Reste déformation parallèle. homogène. Oui, c'est ça. Homogène. Oui, c'est ça une déformation homogène. Alors, vous remarquez qu'il y a des formations, entre l'état initial et l'état final. On va commencer par l'homogène. Vous avez 10 lignes, ces lignes-là, cette ligne par exemple, je la retrouve ici. Elle a subi quand même un étirement. Si je compare les deux lignes, celle-là et celle-là. Donc, vous avez 10 lignes étirées, donc déformées. Sauf que la ligne, elle reste une ligne. Les droites restent des droites. Donc, voilà la première chose. La deuxième, toute famille de droites parallèles reste toujours parallèle après déformation. Là, on parle d'une déformation homogène. Lorsque, au cours de la déformation, toute droite reste une droite et toute famille de droites parallèles reste une droite, une famille de droites parallèles. Ce n'est pas le cas dans une déformation hétérogène où les lignes ne sont plus des lignes, elles sont transformées en courbes et les parallèles ne sont plus parallèles. Donc, hétérogène, c'est une droite est transformée en une courbe quelconque et les droites parallèles ne sont plus après déformation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un type de déformation hétérogène, un exemple de structure ou de déformation hétérogène? les plis. Oui, tout simplement des plis. Oui. Imaginez des strates à l'état initial, donc des couches qui se déposent les unes sur les autres, avec, on va dire, un parallélisme entre les strates. Et puis après déformation, ça donne des plis. Oui, les plis. Ouais, c'est une déformation hétérogène. Homogène? La schistosité. Oui, on peut dire ça, un type de schistosité, mais bon, oui, un aplatissement, ça vous donne des plans d'aplatissement homogènes. Oui, et non, la schistosité, on est déjà dans le domaine d'une hétérogénéité de la déformation. Oui.
C'est bon. Alors, troisième concept, aussi important, c'est la déformation progressive et la déformation finie. Alors, on prend un objet dans son état initial. Le voilà. Ça donne un cercle. Donc, l'état initial non déformé. On obtient un état final à la fin. Donc, c'est l'état final déformé. On parle de la déformation finie à ce stade. Donc, voilà. La déformation finie, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, cet objet, il était là. Voilà sa forme initiale. Et puis, à la fin, ça donne, on va dire, une ellipse. Un cercle a donné une ellipse à l'état final. L'état initial, entre ce cercle et cette ellipse, on peut imaginer que cet objet est passé par différentes étapes. Il est passé par différents stades de déformation avant d'atteindre l'état final. Donc cet objet-là, au temps T0, il s'est d'abord déformé de cette forme, au temps T1, ensuite au temps T2, avant d'arriver au temps TF, temps final. Donc l'état final, c'est la déformation finie. Les différentes étapes par lesquelles passe l'objet, on parle de déformation progressive. Donc, entre son état initial non déformé et son état final, alors là, vous corrigez, on corrige, et c'est final, et son état final déformé, encore peut passer par une suite de déformations successives dans le temps. Là, c'est le paramètre le plus important, c'est le temps. On désigne ce processus par le terme de déformation progressive. Donc, la déformation progressive, c'est la déformation entre l'état initial et l'état final et qui se fait dans le temps. Donc, c'est en quelque sorte la déformation progressive. Elle trace l'histoire de la déformation d'un objet. Donc, le temps, c'est l'histoire. D'où l'intérêt de la déformation progressive. Il nous donne une idée sur l'histoire de la déformation. Vous allez me dire comment peut-on reconnaître ces déformations progressives dans le temps. Alors, toute roche déformée, elle conserve son histoire de déformation. Il faut juste savoir lire et déchiffrer cette histoire. D'accord? Donc, l'état final de la déformation, c'est la somme de petites déformations élémentaires qu'on appelle des déformations infinitésimales ou incrémentales à un instant T. Donc, les déformations au stade T1 et T2, c'est ce qu'on appelle les incréments de la déformation. Et la somme de ces déformations infinitésimales donne la déformation finie. D'accord? Donc, je vais essayer de vous schématiser ça pour mieux comprendre la déformation progressive. On aura le temps de parler de cette déformation progressive dans je pense, le cours suivant. Alors, on va prendre un graphe longueur avec le temps, en fonction du temps. On a ici la longueur initiale. La voilà. Au temps T0. Au temps T0, nous avons une droite, une ligne, donc un objet qui présente une longueur initiale. La voilà. À la fin, elle s'est déformée, ça donne une longueur finale. La voilà. Donc la longueur finale, elle est là. Alors, entre son état initial et son état final, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'objet s'est étiré ou s'est raccourci? Quel est le type de déformation que cette ligne a subite? Raccourci. Donc voilà, si je compare l'état initial avec l'état final, on va dire que la ligne il a subi un raccourcissement.
Donc la déformation générale, la déformation finie, c'est un raccourcissement. C'est bon. Mais avant d'atteindre ce stade final, au temps T1 et T2, voilà les longueurs de la ligne. Donc la déformation finie est un raccourcissement entre l'état initial et l'état final. Donc le montant et la valeur de ce raccourcissement général, delta L, on fait la longueur finale moins la longueur initiale. Alors dans ce cas-là, longueur finale moins longueur initiale, puisque la longueur finale est petite que la longueur initiale, vous allez trouver une valeur négative. C'est normal, c'est un raccourcissement. Donc là, voilà la valeur ou le taux de raccourcissement delta L. Alors nous, on s'intéresse à la déformation progressive. Donc avant d'atteindre la longueur finale, cet objet-là, entre son état initial, au temps T1, qu'est-ce qu'elle a subi? Raccourcissement. Très bien. En passant de T1 à T2, qu'est-ce qu'elle a subi? Ah, donc un autre raccourcissement. Le raccourcissement, ça continue. Et en passant de T2 à la longueur finale, Étirement. T2 à TF, c'est un étirement. Donc voilà. Donc la déformation infinitésimale, ou bien incrémentale, c'est celle qui apparaît entre les instants t et t plus delta t, c'est-à-dire entre les différents instants. À temps t1, vous avez raccourcissement. T2, c'est toujours un raccourcissement qui continue. Et puis au temps t3, c'est un étirement. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que un objet qui présente un raccourcissement dans son état fini de la déformation peut, à un certain moment de son histoire, présenter un étirement et vice-versa. Donc, un segment globalement raccourci dans une déformation finie peut avoir été étiré dans un moment quelconque de la déformation progressive et réciproquement. Donc, d'où l'intérêt de la déformation progressive. Il faut l'imaginer. Alors, la chose la plus importante, il faut imaginer la déformation progressive que c'est une déformation continue dans le temps. C'est toujours la même déformation pour la même contrainte. Ce n'est pas qu'on change de direction de contrainte. On ne va pas dire que l'objet, elle se raccourcit, et puis je vais changer la direction de contrainte pour l'étirer. Non, non, c'est une déformation continue dans le temps. Il y a le facteur temps. C'est la même contrainte. C'est une déformation progressive. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur, est-ce qu'on peut dire que la déformation progressive concerne juste la déformation ductile? Car dans le T1, il arrive à une limite. Puis il essaye de revenir à l'état initial. Donc, il a une limite d'élasticité, je pense. Oui, d'accord. Déjà, est-ce qu'on peut l'utiliser dans la déformation ductile? Oui, c'est ça. Alors, pour la suite de ta question, elle essaie d'arriver à son état. Non, non. On n'est pas dans le stade d'élasticité. On a dépassé le stade d'élasticité. On est dans un domaine de plasticité. La déformation, elle est permanente. L'objet, il est déjà déformé en conservant une déformation avant d'atteindre le stade final. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, ce que je viens de présenter ici, c'est schématique. C'est juste un diagramme pour vous expliquer comment se perd une déformation progressive, surtout pour vous expliquer qu'un objet raccourci peut être, à un certain moment de son histoire, étiré. Alors,
une structure de raccourcissement, par exemple. Est-ce que vous pouvez me donner une structure de raccourcissement? On va dire un pli, c'est le plus simple. Une structure d'étirement. C'est quoi une structure d'étirement? Un exemple de structure d'étirement ou d'allongement dans une déformation ductile, c'est ce qu'on appelle le boudinage, si vous vous rappelez de boudinage. Est-ce qu'on peut avoir un pli qui était en même temps boudiné? Alors, je passe à la photo suivante. Alors, donc la flèche, ça trace l'histoire de la déformation du signal. Donc, voilà, par exemple, dans cette photo-là, qu'est-ce qu'on observe? Un pli et en même temps un boudinage. Oui, alors, on observe ces morceaux-là. Donc, je vais prendre ces morceaux-là. On voit très bien, il faut imaginer l'état initial, ce niveau-là, il était un niveau continu. Alors, je le vois actuellement, il est découpé. Ça présente des morceaux, ce qu'on appelle des boudins, et le phénomène, c'est le boudinage. Mais en même temps, il présente un pli, des microplis. La même chose pour celui-là. Voilà. Donc là, j'ai une structure plissée d'un truc qui était boudiné. Alors, comment peut-on imaginer ça pour une même phase de déformation? C'est la même contrainte qui a provoqué ça. Elle a provoqué un boudinage et ensuite un plissement. Alors, ne vous affolez pas. Alors, cette diapo, je l'ai mise là parce que c'est l'objectif de la séance prochaine, la déformation en 2 dimensions. On va bien comprendre pourquoi on a cette structure. D'accord? Vous pouvez prendre le temps de la regarder et puis d'essayer de l'expliquer. Alors, donc, sur ça, je termine la première séance du cours. Alors, si quelqu'un enregistre la vidéo, il peut finir l'enregistrement maintenant. Et on peut passer aux questions.